Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin à 10 heures. Nous sommes en direct sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch et vous pouvez retrouver l'émission en replay à partir de 18 heures sur la chaîne YouTube GM Web3 TV et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Je suis très heureux de vous retrouver. On a fait pas mal de live cette semaine et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, donc c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme Prost Boucle, lyonnais, double diplômé HEC, ex-HEC, entrepreneur après un passage à l'université de Sydney. Il a commencé dans le conseil, il a bossé auprès de Vici, il a cofondé NFT Paris. Et puis, plus récemment, il est devenu Country Manager France de Coinbase, donc l'un des plus gros échanges crypto du monde, avec une mission claire, adapter le produit Coinbase au marché français, accélérer son adoption et essayer voilà, de renforcer le dialogue avec le régulateur. On en parlera évidemment pendant l'émission. Il devrait nous rejoindre dans quelques secondes. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du partenaire de cette émission, parce qu'aujourd'hui, l'école blockchain à l'IRA sera avec nous à partir de 11h30, donc juste après l'interview de Com. Je recevrai Daniel, le directeur pédagogique de l'école, et également Michael, et tous les trois, nous animerons un concours de pitch en direct avec 4 projets qui ont été créés, incubés au sein de l'école, qui viendront pitcher en direct et on pourra justement leur poser des petites questions et à la fin, c'est vous qui pourrez voter pour votre projet préféré et celui qui obtiendra le plus de votes, donc le vote se fera sur YouTube, sur Twitter, pardon, gagnera un mois d'accompagnement avec les membres du jury pour les aider à développer leur projet startup. Ça, ce sera à 11h30, 11h35, on verra en fonction de l'interview. Alors, Alira, qu'est-ce que c'est ? Alors, si vous ne connaissez pas, Alira, c'est tout simplement la première école blockchain de France qui, depuis 2019 maintenant, donc plus de 6 ans, forme a formé plus de 2500 personnes sur 2 parcours principaux, un parcours blockchain et un parcours intelligence artificielle. Blockchain, c'est soit en tant que consultant, soit en tant que développeur informatique. Et vous avez aussi un module en finance décentralisée co-créé et animé par Pascal Talarida, que vous connaissez bien sur la chaîne. Et puis un parcours IA aussi, là aussi, soit en tant que consultant, soit en tant que développeur. Et alors, c'est super intéressant parce que c'est des formations qui s'adaptent complètement avec votre mode de vie. Vous avez différentes formules, une formule qui dure 6 à 9 mois, une formule qui dure 3 mois. Vous avez des formules aussi qui sont plus courtes. Donc, vous pouvez vraiment trouver celle qui convient à vos objectifs et à votre mode de vie. Et puis surtout, ils ont lancé un truc que je trouve très cool il y a quelques semaines de ça, c'est des modules de formation gratuites, un peu comme un avant-goût, un amuse-bouche, on va dire, puisque vous avez 4 heures de formation gratuite en blockchain et 4 heures de formation gratuite en IA. Et donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur leur site internet grâce au lien que vous trouverez en description de la vidéo sur YouTube. Je vais vous le mettre aussi là dans les commentaires, comme ça vous l'aurez. Et en fait, l'idée, c'est que, grâce à ces quelques heures de formation, vous pouvez déjà commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne, vers où ils veulent vous emmener. Et puis après, vous voyez si vous voulez la version plus longue. Mais moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, évidemment, l'ensemble des formations sont certifiées par le ministère du Travail. Donc, ils bénéficient de tous les financements possibles et imaginables, CPF, la région, France Travail, tout ça. Moi-même, j'ai fait ma formation consultant blockchain et j'ai rien payé. Et puis, vous avez accès à toute une équipe pédagogique qui vous forme sur les sujets dont on vient de parler. Moi-même, j'ai la chance d'avoir fait ma formation là-bas et d'être formateur là-bas en marketing Web3
Web3 et en personal branding. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur leur site, d'aller prendre un rendez-vous avec le conseiller en utilisant le lien que je vous ai donné et le code GRM100 qui vous permet de bénéficier, en plus de toutes les prises en charge, bien sûr, de 100 € de remise sur l'ensemble des formations. Et puis, pourquoi pas commencer ici votre aventure blockchain ou IA. Et on se retrouvera, voilà, parce que j'animerai certainement un ou deux cours pendant votre formation. Merci à Alira. Puis de toute façon, on se retrouve, comme je disais tout à l'heure, vers 11h, 11h30, 11h30, 11h35 plutôt, pour ce concours de pitch en direct. Alors, l'émission, je disais, elle est en direct, donc n'hésitez pas à tout moment à commenter, à poser vos questions, voilà, n'hésitez pas vraiment à interagir dans le chat. Et puis aussi, bien sûr, ça nous aide énormément. Abonnez-vous à l'ensemble de nos réseaux, podcasts, YouTube, tout ça. Voilà, pour vous, c'est juste un clic, mais pour nous, ça nous aide beaucoup. Bien, je vais maintenant recevoir mon invité du jour. Est-ce que tu es prêt? Ouais, j'ai l'impression que tout va bien. Allez, c'est parti. Salut bienvenue, comment tu vas? Hello Jérémy, bah écoute, très bien, et toi? Quelle belle introduction que tu m'as faite. Eh ben, hein, t'as kiffé? Pas mal. Alors, on va revenir dans les détails de tout ça, mais en tout cas, je suis très content de t'avoir dans l'émission. Alors ici, on est transparent, on dit tout, même les coulisses et tout ça. Ça n'a pas été simple de t'avoir dans l'émission. Ça fait un petit bout de temps que j'avais envie. Et en fait, il y a des process quand on bosse chez Coinbase. On doit passer par attaché de presse ou responsable PR, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, c'est fait. Et donc, je suis très content. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je t'avoue qu'au départ, je me suis dit, waouh, vu les process, la boîte, elle est cotée, truc et tout, ils vont me demander d'envoyer les questions à l'avance. Ça va être une galère parce que il y a certaines très grosses boîtes où j'ai dû faire un call en amont pour préparer. Et en fait, je te dis la vérité, ça me saoule ces trucs-là. Souvent, à la fin, je dis laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour diffuser vos éléments de langage et de tout préparer à l'avance, ça ne m'intéresse pas. Et là, donc on précise à notre audience, hein, tu ne sais pas du tout de quoi on va parler, on n'a rien préparé à l'avance et tu viens comme tu es. Et voilà. Donc, c'est une petite intro et voilà, c'est assez intéressant en tout cas. Ouais, non, effectivement. En fait, c'est surtout sur les boîtes cotées. Enfin, les départements de communication sont hyper vigilants parce qu'il y a plein de réglementations sur le fait de ce que tu peux discuter ou pas, de ne pas donner d'insider trading ou des choses comme ça. Donc, effectivement, les départements de communication des boîtes cotées sont assez. Mettent en place des process assez lourds, mais très cool de pouvoir discuter aujourd'hui. Non, mais c'est bien. Et puis, de toute façon, moi, je dis toujours à mes invités la même chose. Moi, j'ai des questions. Et après, si pendant l'émission, tu dis sur ça, par contre, Jérém, je ne peux pas me prononcer pour telle ou telle raison, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Hein. On n'a jamais menacé quelqu'un qui ne répondait pas à une question. Mais voilà, c'était important voilà, de préciser que même si tu es country manager France de Coinbase, donc quand même grosse tôle, hein, on y reviendra, voilà, l'émission n'a pas été préparée en avance. Voilà. Alors, on va passer un petit moment ensemble, que je répète vraiment, je suis très content de t'avoir. Et puis surtout, tu sais quoi, c'est marrant parce que en fait, je t'ai redécouvert. C'est-à-dire que moi, je t'avais découvert à l'occasion d'NFT Paris, mais j'avais pas du tout fait le lien avec Coinbase. Quand tu as été nommé, je savais pas du tout que c'était le même com. Donc voilà. Donc pour le coup, pour moi, il y a ces deux personnes différentes et j'ai découvert assez récemment, en préparant l'émission, qu'en fait, tu avais été à l'origine de la fondation d'NFT Paris, d'ailleurs qu'on couvre régulièrement avec l'émission, parce qu'on aime bien effectivement cet événement. Mais si tu veux, on va revenir beaucoup plus tôt. Tu viens de Lyon, Ouais. et moi, je voudrais savoir, c'était qui et c'était quel genre d'enfant comme est-ce que c'était un bidouilleur de bécane, un gamer, un mec qui passait son temps dans la nature, un mec qui commençait déjà à faire de l'achat-revente pour faire un peu d'argent? C'était quoi et c'était qui le petit com à Lyon? Ouais, le petit com à Lyon, effectivement, c'était plutôt quelqu'un qui aimait beaucoup le gaming. Enfin, très tôt, tu vois, j'étais pas mal attiré sur plein de sujets, tech, digitaux, que ce soit le gaming ou même la photo. J'ai toujours été très photo. Donc, dès mon plus jeune âge, tu vois, je récupérais les vieux appareils photo de mon père qui aussi aimait beaucoup ça. Donc, des gros objets un peu tech avec lesquels je m'amusais pas mal. Donc, plutôt quelqu'un porté sur la tech, sur le digital et ouais, qui s'amusait avec ça dans son enfance.
OK, et alors, en revanche, dans ton parcours, on va dire plus académique, tu t'es plutôt dirigé vers, des études un peu plus, business. Donc moi j'ai vu, hein, quand même un CV, sympa. On voit HEC, on voit, X HEC, entrepreneur. Donc plutôt des études de commerce plutôt. Pourquoi pas, justement des études plutôt liées à la tech, ingénieur, dans l'informatique ou ce genre de choses? Ouais, en vrai, je me suis beaucoup posé la question entre des études d'ingénieur et des études de commerce. Ce qui me plaisait plus dans la partie commerce, c'était plus la partie relationnelle que tu peux avoir avec les gens et pas forcément être dans la tech, enfin, de pas être du coup côté tech pur, mais être aussi sur la partie go-to-market, sur la partie expansion, sur la partie développement. Et du coup, à la fois avoir cette vision de la technologie, rester dans un secteur technologique qui est celui de la crypto, mais être plutôt sur la partie effectivement développement, business, plus que sur la partie tech pure. Ouais, mais ça, bon, là, il faut pas faire d'anachronisme. À l'époque où tu choisis tes études, il y a pas encore d'enjeu crypto dans ton. Hmm. Ok, le mec, il avait déjà prévu. Effectivement, il n'y avait pas l'enjeu crypto, mais il y avait cet enjeu je savais que je voulais pas être, enfin, je savais que j'avais plus cette appétence du relationnel, du développement et de la partie business, plus que de la partie tech pure, quoi. Ouais, ça je vois. Et les voyages aussi, c'était important pour toi justement. Je vois que tu as fait un échange à Sydney. C'est le voyage qui t'a le plus marqué, ou est-ce que tu en as fait d'autres, ou même, je sais pas, est-ce que tu as fait des stages, ou c'est vraiment dans le cadre de tes études, est-ce qu'il y a, je sais pas, une expérience qui t'a marqué plus qu'une autre? Ouais, bah, je dirais une expérience qui m'avait bien marqué, en fait, dans les différents stages que j'ai pu faire, il y a un peu une évolution, tu vois? Au début, je commence sur quelque chose d'assez généraliste, qui était, du conseil du conseil en innovation où du coup, c'était accompagner des grandes marques ou accompagner des plus petits projets sur, plutôt l'impact des différentes technologies, que ce soit blockchain, IA, IoT ou toutes ces différentes, technologies qui ont évolué dans le temps. Et accompagner des marques, que ce soit des banques, que ce soit des assurances, que ce soit n'importe quel type de marque sur l'évolution de leur métier, l'évolution de leur process interne et comment est-ce que ces technologies vont les impacter. Puis après, je suis passé sur la partie VC où là, c'était vraiment plus accompagner directement les projets innovants. Et ça, c'était assez cool comme expérience. Le fonds dans lequel je travaille, ils ont une thèse assez particulière qui était d'investir que dans les projets portés par des fondateur français, mais basé à l'étranger. Du coup, j'ai pu parler avec plein d'entrepreneurs français qui étaient basés soit aux US, à Singapour, au Brésil. Donc, c'était assez cool de voir plein de marchés différents, plein de secteurs différents et plein de réalités différentes. Et puis après, je me suis vraiment plus spécialisé sur la partie fintech à la suite de cette expérience en rejoignant une société qui s'appelle Mon Petit Placement et qui, elle, utilise du coup toute la partie digitale numérique pour rendre l'investissement en fait plus simple pour Monsieur Tout le Monde. Donc, c'est une app qui permet d'investir facilement sur des véhicules d'investissement qui sont pour le coup des véhicules d'investissement classiques comme l'assurance vie. Et puis en fait, petit à petit, tu vois, toute cette évolution, elle m'amène à me spécialiser de plus en plus vers la partie distribution de l'industrie financière, donc en commençant par le conseil, VC, fintech, et après me spécialiser sur la partie crypto, NFT avec lancement des NFT Paris, qui je pense est quand même l'expérience qui m'aura le plus marqué. OK, alors moi je parlais vraiment de tes, early expériences, dans le cadre de tes études, quelque chose qui peut-être t'a forgé. Je parlais de ton séjour à Sydney, ou est-ce que tu as fait des stages, sans parler vraiment des vrais jobs que tu as fait, par la suite, mais peut-être il y a rien de marquant qui te vient en tête, mais je sais pas, il peut y avoir, tu sais, des formations ou des mentors ou des personnes qui, dans le cadre de ta formation, peut te marquer encore aujourd'hui, retenir une anecdote, retenir une formule, retenir, je sais pas, une rencontre, quelque chose? Ouais, je dirais, ouais, je dirais en expérience qui m'a pas mal marqué. Effectivement, l'Australie, ça a été quelque chose assez exceptionnel parce que aussi, tu vois, c'est vivre à l'étranger pendant 6 mois, découvrir une autre culture, être loin.
L'Australie, ça m'intéresse pour deux choses. D'abord, est-ce qu'il y a effectivement des grosses bébêtes à tous les coins de rue? Non, parce que moi, franchement, l'Australie, j'étais obligé de la mettre tout en bas de ma liste quand j'ai vu les araignées, les trucs comme ça. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que toi aussi, tu as dû faire face à des grosses bêtes à huit pattes? Non, alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu affaire à ce genre de rencontre. Mais effectivement, c'est un retour que j'ai beaucoup des gens sur l'Australie, c'est qu'il y a un peu cette phobie de l'Australie pour la faune et la flore qui est Ah juste ouais. veut ta mort, quoi. Donc, Non, parce que, et alors, deuxième question, tu vas dans quel contexte? Moi, j'ai des potes qui sont partis, tu sais, en mode, tu sais quoi, on laisse tout par terre et puis on va là-bas. Alors, par contre, je crois que là-bas, tu es obligé de bosser pendant, je crois, 3 mois dans les champs de bananes ou un truc comme ouais. ça. Genre, tu es obligé de faire ta part si tu veux rester un peu et après, tu peux faire d'autres trucs. J'ai entendu ça. Toi, tu y vas dans quel contexte? Et sur place, voilà, qu'est-ce que tu découvres? Donc, pas d'araignée, mais peut-être d'autres trucs. Ouais, donc moi j'y vais dans le contexte de mes études, donc c'était vraiment un semestre à l'étranger, donc 6 mois, 6 mois à l'université de Sydney. Donc j'y allais pas du tout dans le cadre du travail, mais effectivement c'est quelque chose qui est très 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 populaire, surtout dans les Français. J'ai rencontré beaucoup de Français là-bas qui étaient sur des work visas, et effectivement c'est un modèle où tu y vas, tu travailles pendant 3 mois, 6 mois soit dans des champs, soit il y en a beaucoup qui travaillent à la mine aussi. Et c'est pour le coup des métiers, tu vois, sur des périodes de 3 à 6 mois qui sont extrêmement bien rémunérés et qui derrière prennent 6 mois de. Ils rachètent un van, ils le retapent et ils font le tour de l'Australie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez populaire et qui n'était pas du tout mon cas. Moi, j'étais vraiment dans le cadre des études, donc j'y allais, j'avais des cours d'entrepreneuriat, des cours de business international, enfin les trucs un peu classiques que tu peux retrouver Ouais. en commerce. Et en parallèle, je sais pas, tu as fait un peu de surf, tu as fait des trucs un peu ou non, pas trop Ouais, non, en vrai, j'ai découvert le surf là-bas. J'habitais pas très loin de la plage, dans le quartier de Bondi. Donc effectivement, tu vois, j'ai découvert le surf là-bas. C'était en termes de paysage, en termes de climat et de cadre de vie, l'Australie, c'est quand même assez sympa. OK, excellent. Alors donc juste à quel moment tu découvres la crypto et à quelle occasion? Parce que je veux pas faire justement d'anachronisme dans ton parcours, puisque tu commences le conseil auprès de VC, tout ça, si je comprends bien, aux alentours de 2019. Mais la crypto, en fait, c'est, avant, c'est après, c'est quoi, voilà, ta première rencontre avec, Bitcoin ou la blockchain ou, les cryptos? Je sais pas, parce que chacun rentre un peu dans ce rabbit hole par une porte différente. Laquelle a été la tienne? Ouais, bah, en fait, les cryptos, c'est quelque chose que je suivais sans trop m'investir depuis un petit moment. J'y suis vraiment rentré personnellement fin 2018 par une amie qui avait commencé à trader sur différentes plateformes et qui, du coup, elle m'a onboardé et derrière, ça a été un peu progressif, tu vois. Tu commences à découvrir la plateforme, tu commences à faire tes premiers investissements, finalement, tu te rends compte que tu comprends pas trop ce que tu fais, donc tu cherches à t'instruire un peu plus, et petit à petit, tu vas down the rabbit hole, de plus en plus, de plus en plus, tu découvres la technologie, puis après, rapidement, j'ai découvert aussi la partie NFT et après, the rest is history. OK et alors c'est drôle ce que tu me dis, moi ça me fait penser à un autre invité qu'on avait reçu dans l'émission qui m'a dit aussi, lui aussi, c'est une fille qui lui a pour la première fois, parlé et je crois, mais je ne peux pas te dire de bêtises, je crois que c'est, Saimi de Start Mining qui m'a dit, je crois, mais il faudrait vérifier, parce que je reçois tellement de gens, je peux peut-être confondre ou peut-être c'était Jonathan Dos Santos. Bref, parmi mes derniers invités, il y en a un des 2, c'est sûr, il m'a dit, c'est une fille qui à l'occasion dans un contexte peu importe, mais c'est une fille. Pour autant, c'est vrai qu'il y a quand même assez peu de femmes dans l'écosystème crypto, Web3, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il faut faire des efforts et si oui, qui doit les faire? Ou est-ce que c'est juste un état de fait lié aux secteurs que sont la tech, qui sont quand même assez masculins, la finance aussi, même si ça se féminise un petit peu. Voilà, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, effectivement, je pense que tu le résumes bien. Tu vois, c'est un peu la combinaison de deux secteurs qui, quand tu regardes empiriquement, sont deux secteurs qui ont été jusqu'alors plutôt masculins, la tech et la finance.
Et du coup, quand tu combines les deux, effectivement, tu as un peu cet effet qui se multiplie. Je pense qu'il y a des beaux efforts qui sont en train d'être faits. Il y a plein d'initiatives en France et internationales, des associations qui sont là justement pour faire de l'éducation, pour promouvoir la place de la femme dans les cryptos. Et je pense qu'on voit une évolution. Effectivement, c'est une évolution qui est lente et qui va prendre du temps. Mais comme elle prend du temps, tu vois, dans les autres secteurs, ce qui est beau avec les cryptos, c'est que tu as, enfin, t'as justement cette décentralisation qui permet un plus grand engagement et en tout cas une ouverture plus grande sur tout, enfin, de manière globale, tu vois. Donc, je pense que on peut voir une accélération plus rapide que dans d'autres secteurs. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment ce cross entre la finance et la tech qui fait qu'aujourd'hui, on a cet état. Ouais, mais c'est vrai, enfin, moi, ça me fait toujours rire parce que c'est vrai que la crypto, c'est un des seuls secteurs où tu peux te faire un nom sans jamais montrer ta tête. D'ailleurs, toi, j'ai galéré à te trouver sur Twitter parce que tu as mis un petit NFT. Et ça, c'est vraiment très typique de l'écosystème Web3. Il y a Ouais. peut-être d'autres écosystèmes que je connais pas où on a l'habitude de mettre une PFP à l'effigie d'un personnage ou un autre. Mais bon, nous, on a quand même la culture du NFT et donc de la PFP. Alors, ça se perd un petit peu parce que c'est aussi une question de tendance, mais je pense que ça va revenir, on n'est pas prêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on ne se pose pas la question, en tout cas sur les réseaux sociaux, et souvent les relations, elles naissent sur les réseaux sociaux dans le Web3 et dans la crypto. On ne se pose pas la question du genre, du sexe, de la religion, de l'origine, de la nationalité des gens. En fait, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils produisent. Alors après, je dis pas, le jour où il faut trouver du boulot, oui, bon, bah, tu es quand même obligé de mettre ta cam, et là, on voit que tu es une femme ou un homme, etc. Alors, je sais même pas si à ce moment-là, ça joue, mais en tout cas, voilà, je trouve que le premier pas dans l'écosystème, il est complètement déconnecté de toute appartenance réelle ou supposée d'une personne. Donc ça, c'est plutôt cool et ça doit être un message que je passe aux femmes qui pourraient nous écouter ou même aux minorités d'où qu'elles viennent. Dans la crypto, le plus important, c'est les mots que tu vas prononcer, le contenu que tu vas rédiger, les interactions et les compétences que tu vas mettre en avant là où tu es. Et la plupart du temps, on ne te demandera même pas à quoi tu ressembles, en fait. En tout cas, dans les premiers pas de ton expérimentation. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, non, carrément. Et non, carrément, carrément. T'aimes pas mon petit Tiny Si, Dino j'aime bien, c'est très mignon. En fait, c'est même pas le sujet. Au contraire, moi, je trouve ça cool. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Jean de Desblocs, qui encore jusqu'à récemment ne mettait pas sa tête et mettait un NFT. Là, récemment, et je crois qu'il a un peu bossé son personal branding, il s'est dit, bon, il va peut-être falloir que je monte ma tête quand même. Mais bon, ça, c'est un choix qui est tout à fait personnel. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même assez rare des secteurs où même des personnes à des positions très importantes, ou pas d'ailleurs, eh ben, peuvent très bien, mais très bien se développer, évoluer et être reconnus dans un écosystème sans jamais avoir montré son visage. Les exemples ne manquent pas. Hein. Helmut Banner, Ruskov, et pour prendre on va dire les mecs qui ont un peu d'audience dans le CTFR et qui font des vraies choses, leur tête, à moins que tu cherches vraiment, tu les connais pas, ni leur nom, ni leur prénom, ni tout ça. Donc voilà, ça c'était un point que je trouvais amusant à souligner. Revenons un peu à toi. Donc, effectivement, moi, donc tu apprends moi, quand même, sur la crypto, il faut qu'on reste un peu sur ta découverte parce que c'est trop flou, on ne comprend pas. Et t'en parles, mais tu fais quoi? Tu fais des dingueries, tu achètes n'importe quoi, tu fais du trading, ou est-ce que tu restes hyper soft et tu fais du bitcoin? Enfin, en gros, c'est quoi quand tu te confrontes à ce milieu extrêmement volatile, extrêmement risqué, il faut le rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, hein, si tu ne sais pas, comment ça se passe très concrètement? Ouais, bah en fait, je pense que je commence mal parce que du coup, le conseil de la personne qui m'onboard, de l'ami qui m'onboard, c'est sa thèse d'investissement repose sur un fondement qui est assez louche, qui est qu'elle n'investit que dans des tokens qui ont des noms un peu sympas. Et du coup, elle scroll le top tendance. Mais là, on est en quelle année? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Pump Fun avec 65 millions de tokens. Mais donc, elle scrolle où? Sur CoinMarketCap, c'est ça? Ouais, ouais, non, elle est sur différentes plateformes et elle scroll et tu vois, elle va sur du sushi, elle va sur du D'accord. pancake, enfin sur des, Sur enfin sur des, Freakonomics.
Spotify à l'époque, ouais, ok. Ouais, c'est ça, tu vois, un peu comme aujourd'hui, tu peux scroll sur Pump Down Fun ou enfin sur des plateformes Memecoin, tu vois, et juste aller sur du Memecoin. C'était déjà sa stratégie à l'époque, précurseur. Du coup, du coup, au début, tu vois, enfin, au début, je faisais un peu n'importe quoi, forcément. Du coup, je suivais pas explicitement son conseil, mais du coup, je découvrais un peu, j'investissais un peu dans tout et n'importe quoi, je voyais ce qui marchait. Euh, et puis après, tu vois, il y a la phase où tu te dis, bon, il faut peut-être que je comprenne ce que je fais. Et là, du coup, du coup, je suis allé sur des stratégies qui étaient beaucoup plus, effectivement, tu vas avoir à investir dans des projets comme Bitcoin et tout, des choses plutôt stables et plutôt reconnues, quoi. Et alors, c'est quoi le plus gros coup que tu as fait? La plus grosse perte ou le plus gros gain? Est-ce qu'il y a eu ça dans ton parcours ou tu es toujours resté quand même raisonnable? Je pense les plus grosses, ouais, à mon avis, les plus grosses pertes, ça va être plutôt sur la partie NFT, mais encore une fois, tant que tu vends pas, t'as pas perdu. Mon Dieu. Donc, sinon, quoi. Oui, ouais. Ouais, non, effectivement, je pense que les plus grosses dingueries, c'était plutôt sur la partie NFT que sur la partie crypto. Et on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a une psychologie quand même de l'acheteur et du détenteur de NFT, parce que d'un côté, tu as un côté un peu collectionneur d'art, d'un autre côté, tu as quand même ce côté où tu t'attaches au NFT que tu as acheté, même un petit peu sentimentalement, donc tu n'oses pas le vendre. Il y a plein de différences avec les tokens où tu t'attaches moins, Ouais. c'est beaucoup plus financier. Moi, je sais, mon wallet, il y a 1500 NFT. Alors, tu as raison, je ne les ai pas vendus, donc typiquement, voilà. Mais bon, voilà, faut pas faire gaffe quand même parce que Ouais, non, non, faut faire gaffe, tu vois, mais c'est dangereux cette connerie. yes. Ok. Et alors après, donc tu passes justement dans le conseil auprès de VC. Tu nous dis que cette expérience, elle t'a beaucoup apporté. Pareil, si on rentre un peu dans les coulisses d'un VC, en vrai, on ne sait pas exactement ce que c'est tant qu'on n'est pas rentré dedans, mais on a le sentiment que c'est des mecs qui sont bourrés d'oseille, qui passent des années à due diligence un projet et après ils décident de mettre de l'argent. En vrai, je crois que c'est pas si simple que ça. C'est quoi les coulisses d'un VC? La due deal, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'ils investissent, ils font beaucoup d'erreurs, ils perdent beaucoup d'argent? Enfin, tu pourras pas nous dire de tous les VC, mais ceux en Ouais. tout cas par lesquels tu es passé. Entre fantasme et réalité, c'est quoi le quotidien d'un analyste, par exemple, dans un VC, chez un VC, Aventure Capitaliste? Ouais, ouais, bah, en vrai, ça dépend pas mal du VC dans lequel tu travailles, ça dépend pas mal tu vois, du stage que tu regardes. Si tu es plutôt sur du early stage, tu es plutôt sur je sais pas, série B, série C, série D. Ça dépend vraiment parce que de un, tu n'as pas le même nombre d'informations qu'il faut que tu traites. Tu vois, si tu es sur une boîte qui a 5 ans et qui est, je sais pas, dans sa série D, tu vas avoir 5 années de data à analyser, tu vas avoir un peu toutes les stratégies que tu peux revoir. Si tu es sur du early stage, que ce soit de la série A ou même avant, en seed, tu vois, tu investis pas mal de temps à discuter avec le founder, découvrir sa vision, comprendre où il veut aller, comprendre le début de son produit et comprendre son go-to-market et le potentiel de marché. Mais tu vois, tu vas pas forcément avoir des années de revenus ou des années de finances à analyser. Donc, ça dépend pas mal du deal et aussi, ça dépend pas mal de la hype tu vois, que peut avoir un deal. Si c'est un deal que tout le monde s'arrache en ce moment, forcément, tu vas falloir que tu fasses ton truc en une semaine si tu veux te positionner et avoir une chance de faire partie du tour de table. Si c'est un deal que toi, tu viens de sourcer, là, c'est des décisions qui peuvent prendre, je sais pas, entre 3 semaines et 3 semaines et 6 semaines, je dirais. Hmm. Et du coup, ça va être beaucoup de relationnel avec le fondateur, tu vois, effectivement, comprendre son business model, comprendre sa vision, comprendre son parcours, et vraiment aller loin dans lui qui il est et pourquoi il fait ça et comment il le fait. Et derrière, ouais, la partie due deal, c'est quelque chose qui est plus normé, tu vois, tu fais des analyses de marché, tu comprends qui sont ses compétiteurs, tu essaies de comprendre sur chacune de ces verticales comment est-ce qu'il veut les amener sur tel segment, quelle est son audience. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus normées.
Ouais, je vois. Alors, ce que tu dis est intéressant. Je vais rebondir sur deux, trois petites choses. Déjà, pour que les gens comprennent, dans le process de levée de fonds d'une entreprise, tu as différents stages. Donc, tu as la seed, même la pré-seed, tu as la seed. Ça, c'est l'amorce. C'est vraiment pour lancer la boîte. Tu vois. Après, tu vas avoir des tours plus conséquents. Là, on parle vraiment de levée de fonds traditionnelle en equity, même si avec les tokens, les choses elles ont un peu évolué, puisque il y a les mêmes types de tours d'investissement. À l'époque, il y avait beaucoup de full token. Maintenant, c'est token avec un peu d'equity, donc des actions de la boîte et du token. Donc, ça peut changer aussi un petit peu tout ça. Et après, quand tu as levé en série A, après, tu lèves en série B, série C, série D. En fait, chaque tour d'investissement dilue un peu les actionnaires existants, mais augmente la capitalisation de l'entreprise. Bon, ça, c'est juste un petit point de pédagogie. Après, ce que tu dis, et ça, c'est peut-être trop peu souvent mis en avant, c'est le rapport de force. Le rapport de force entre l'entreprise et le potentiel investisseur. Comme tu disais, s'il y a une hype, il y a un projet qui suscite l'attention de tous les VC de la place, c'est toi qui as envie d'en être. Par contre, nous, c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, sont plutôt dans un rapport de force inversé, où eux se plaignent de ne pas réussir à lever des fonds. Et en fait, souvent, tu as ce côté un peu qui est le responsable. Est-ce que c'est parce que ton projet il n'est pas bon, c'est pour ça que tu n'y arrives pas? Est-ce que c'est parce que c'est pas la mode, tu n'es pas dans la tendance? Ou est-ce que c'est parce que tu ne sais pas te vendre, même si le produit est très sympa? Et puis à côté de ça, ces systèmes de hype dont tu parles, parfois amènent aussi à des effondrements, parce que tout le monde se rue sur une narrative, et finalement, comme souvent, les narratives, elles passent, et les VC aussi perdent de l'argent. Il faut le savoir, hein, voilà, en gros, je crois que c'est à peu près 8 deals sur 10 qui finissent en négatif, mais ils comptent sur les 2 sur 10 pour faire l'écart. En gros, c'est un peu comme ça qu'ils gagnent leur oseille. Mais en tout cas, voilà. Et quand tu nous dis que des process de levée de fonds prennent de quelques semaines à quelques mois, ça aussi, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Lorsque quelqu'un te dit « je suis en train de lever des fonds là » et que ça fait 1 an et qu'il ne s'est rien passé, déjà, tu peux te dire le rapport de force, il est de quel côté. Voilà. Mais ça, c'est si tu n'as pas conscience de ces choses-là, pardon, tu passes à côté, je pense, d'une bonne analyse. Est-ce que tu veux me corriger ou abonder un petit peu dans Non, non, ouais, non, c'est très correct ce que tu dis. Effectivement, je pense que il y a une double question de timing dans ta levée de fonds. Déjà, il faut effectivement, tu vois, tu as plus de chances de lever si tu es effectivement un peu dans la hype du moment. Donc, tu vois, il y a quelques années, c'était si tu avais le mot NFT dans ton projet, tu levais plus facilement. Puis après, si tu avais, je sais pas, si tu avais le mot intelligence artificielle, tu vois, il y a aussi des technologies qu'il ne faut pas louper dans ton business model. Et le deuxième truc, c'est quand tu lèves des fonds, il y a aussi un timing au sens où le rapport de force, effectivement, il évolue. Tu vois. Au début, tu vas te lancer dans ta levée de fonds, tu vas contacter tous les VC de la Terre, tu vas avoir quelques calls, mais ce qui aussi ce que aussi font les VC, c'est qu'ils se regardent tous jusqu'à ce qu'il y en a un qui avance, quoi. Donc, forcément, au début, tu vas avoir l'impression que personne n'est intéressé par ton projet, mais c'est aussi parce que tout le monde attend que le premier avance, et une fois que le premier avance, les autres suivent, quoi. Donc, il y a un moment où tu débloques, tu vois, ton premier commitment. Normalement, c'est un peu le moment où la bascule se fait, et derrière, c'est beaucoup plus rapide et t'enclenches sur tous les autres. Oui, tu as le concept de lead qui est important dans lead investor, où d'ailleurs, quand tu vas pitcher ton projet, le VC ou le family office, peu importe, il va te poser la question, est-ce que vous avez déjà un lead? En gros, qui est déjà dans la barque, qui est déjà dans le bateau. Si tu lui sors un nom légitime, il peut se dire, bon, allez, s'il y va, moi j'y vais. Si par contre tu dis, on n'a pas encore de lead, le mec va se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment moi envie de porter mettre mon nom en premier sur ce projet? Et là, tu as un risque que ce soit financier, mais aussi réputationnel qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, le plus important, c'est de trouver votre lead. Ensuite, comme tu le disais, oui, les choses vont quand même un peu plus vite. Mais, et dernier élément sur cette partie investissement startup et ou crypto, hein, entre le tout début de la levée de fonds et la levée de fonds lorsqu'elle se fait, il peut se passer quelques mois.
le projet, il change aussi pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'à mesure que tu vas faire des calls et tout, bah, tu vas changer un peu ton économie, ton business model, ta proposition de valeur, ta façon de pitcher. Donc, même le process de levée de fonds, en vérité, il va aussi un peu transformer ta boîte. Est-ce que toi, tu as déjà accompagné une boîte, je sais pas, du tout début jusqu'à la levée et tu as vu que les dirigeants, ils ont concédé des modifications pour fit justement à un marché qui évolue, à des demandes qu'ils n'avaient pas forcément anticipées? Comme ça, il n'y a pas d'exemple précis qui me vient en tête. Plutôt quand j'étais de l'autre côté, fintech, chez mon petit placement, où j'étais aussi pendant le moment où ils faisaient leur levée de fonds. Ouais. Tu vois, j'ai pu voir ces retours d'expérience aussi des VC qui te challenge sur ton business model, qui te challenge sur ta stratégie, qui te disent, tu vois, effectivement, vous essayez de targeter, je sais pas, du B2B et du B2C. Franchement, c'est une mauvaise idée. Concentrez-vous sur le B2C, gagnez le B2C, et après vous aurez le B2B ou inversement. Et ça, c'est des choses qui, effectivement, tu vois, font réfléchir un fondateur, font réfléchir l'équipe stratégique sur les directions à prendre. Et franchement, tu vois, c'est des bons conseils à prendre dans les levées de fonds. Les VC, ils voient passer beaucoup de projets, ils voient passer beaucoup de business models, et c'est toujours quelque chose d'intéressant à récupérer, quoi, leur point de vue sur le tien par rapport à tout ce qu'ils voient passer. Ouais. Ouais, surtout que toi, en tant que dirigeant, fondateur, associé, tu as la tête dans le guidon, en fait. Donc, forcément, tu passes parfois à côté du principal. Ouais. Non, Alors, et sur ça aussi, tu vois, le process de levée de fonds est assez intéressant parce que ça te permet de prendre de la hauteur, quoi. Parce que les premières questions que vont poser les VC, ce sera aussi quelle est la vision, où va la boîte dans 5 ans, et du coup, de te sortir de l'opérationnel parce que tu dois répondre à ces questions pour lever de l'argent, c'est aussi quelque chose qui est assez sain dans la vie d'une entreprise pour avoir justement ce cap, cette direction, cette vision du fondateur, et qui prennent de la hauteur sur l'opérationnel du quotidien. ok, alors là, donc, on arrive à NFT Paris. Alors, NFT Paris, bon, tu as déjà raconté un petit peu l'histoire, mais en gros, ce qu'on retient, c'est qu'au début, c'est des rendez-vous dans des cafés. Ouais. Après, tu fais le premier numéro à Station F, et puis ensuite, tu fais Grand Palais éphémère, 20 000 personnes, etc. Qu'est-ce qui t'amène à t'associer pour fonder au départ ce groupe, enfin, cet événementiel plutôt petit qui va devenir l'un des événements NFT? Il y a Lisbonne aussi qui est pas mal, mais un des événements NFT quand même les plus importants du monde. Ouais, en fait, au début, c'est une volonté avec Alexandre, du coup, mon associé sur NFT Paris, qui lui était deep down NFT, enfin, il était vraiment deep down dans les NFT. Moi, je faisais mes premiers pas, mais je trouvais la technologie hyper intéressante, hyper révolutionnaire, et je voyais tout de suite les cas d'usage et ouais, la vision de la technologie au-delà des simples, enfin, au-delà du simple use case qui était digital art à l'époque. Et on a tous les deux l'envie de monter une boîte autour de cette technologie, monter une boîte dans cet écosystème. Mais on ne savait pas trop sous quel angle aborder. On savait pas, on connaissait pas grand monde à l'époque dans cet écosystème non plus en France et à Paris. Et du coup, on s'est dit que le meilleur moyen, en fait, c'était de créer une communauté, créer un événement, créer un réseau, rencontrer plein de monde, discuter, et gagner de la visibilité, nous, dans cet écosystème, et deux, tu vois, en apprendre plus aussi sur la technologie, sur les cas d'usage, et ce qu'on pourrait développer. Donc c'est ce qu'on a fait. Comme tu dis, au début, ça a commencé par des petites rencontres dans des cafés. Le premier, c'était sur un bar qui est sur les quais de Seine. Je me souviens très bien, et je crois qu'il y avait une 50aine de personnes. Mais tu vois, déjà à l'époque, il y avait les dirigeants de Sandbox, il y avait le musée of Crypto Art qui était présent. Il y avait pas mal de gens assez importants dans cet écosystème qui s'étaient déplacés, parce que c'était aussi le premier meet-up NFT du coup, qui avait lieu à Paris. Puis petit à petit, ça a grossi. On a fait un café plus grand, on a fait un bar plus grand. Ça a donné la première grosse édition effectivement à Station F. Qui était pendant la deuxième vague de Covid, donc ce qui n'était pas idéal. On avait plein de gens qui devaient venir des US, on avait des speakers qui venaient venir de Londres,
qui finalement ne pouvaient pas venir parce que les travels étaient ban. Et finalement, 2 jours avant l'événement, ils ont réouvert les voyages depuis Londres, donc finalement, ces personnes-là ont pu venir. Et pour le coup, c'était assez la folie parce que nous, on venait pas d'un background événementiel. On s'est retrouvé à organiser cette première édition. Station F, à cause du Covid à l'époque, nous avait capé à 1000 personnes sur place. Et sauf qu'on avait 5000 personnes en liste d'attente qui voulaient participer à l'événement déjà à l'époque. Donc, c'était vraiment la folie. Cette première édition se passe hyper bien, tout le monde est hyper enjoué et on a des très bons feedbacks. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit avec Alexandre que finalement, le projet qu'on voulait lancer finalement est devenu l'événement et qu'on était all-in sur l'événement sur NFT Paris parce que c'était aussi quelque chose qui nous est kiffé et sur lequel on voulait avancer, qu'on voulait développer, qu'on voulait faire plus grand. Et vraiment, au vu de tout l'engagement qu'il y avait en France, de tous les projets qu'il y avait en France, que ce soit des Ariani, des Ledger, des Sorare, que la France et Paris méritaient un peu son rassemblement international et ce rayonnement international. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé et que derrière ça a donné le Grand Palais et tout ce qu'on connaît. Ouais, je vois. Moi, j'ai assisté, je crois, à partir de la deuxième édition NFT Paris. J'avais pas fait quand c'était à NFT Factory, mais j'avais évidemment entendu parler. Quand tu viens pas du milieu de l'événementiel, toi, tu t'occupes de quoi concrètement? Tu t'occupes de la recherche de sponsors, des invités, des speakers. Et là aussi, j'imagine qu'il doit y avoir un peu le même concept, c'est-à-dire que va trouver ton premier gros speaker. C'est pas forcément facile. Après, quand tu as les plus gros dirigeants de la planète qui viennent, bon, bah après, c'est les autres qui t'appellent en disant je veux venir. Mais au départ, quand tu lances le truc, j'imagine que ça doit pas être simple de convaincre les sponsors, ceux qui payent l'événement, les speakers qui aussi, si tu as des bons speakers, enfin, bref, tout se répond en fait dans cette partie de l'organisation. C'est quoi le plus gros challenge justement? On parle souvent de l'œuf et la poule pour les projets. Est-ce que je dois trouver des utilisateurs ou est-ce que je dois trouver des investisseurs? Là, dans l'événementiel, c'est pareil. Le plus important, c'est quoi? C'est trouver des visiteurs parce que s'il n'y a personne à ton événement, les gros speakers vont pas venir parler devant 4 pélos, tu vois. Mais inversement, si tu n'as pas des gros speakers, etc., personne va. Enfin, tu as compris. Comment tu gères ce côté-là? Ouais, tu vois, c'est pareil que pour la levée de fonds, quoi. Il faut que tu arrives jusqu'au point d'inflexion où finalement les gens viennent à toi. Souvent dans l'événementiel, tu commences, tu vois, il faut que tu crées enfin, nous, la stratégie qu'on avait, c'était aussi créer de la hype avant de lancer les billets. Et donc, pour créer de la hype, effectivement, il faut avoir des gros sponsors, il faut avoir des gros speakers. Les speakers, c'est plus facile à trouver parce que les gens ont naturellement envie de parler et envie d'être sur scène. Les sponsors, c'est plus compliqué parce que tu dois leur amener de la valeur, tu dois leur amener une audience, tu dois leur amener de la visibilité, tu dois leur amener toutes ces couches de pouvoir rencontrer les utilisateurs pour avoir des feedbacks. Nous, on a eu on a eu de la chance parce qu'on travaille, du coup, avec NFT Paris, on travaillait avec pas mal de gens sur la partie partenariat, sur la partie écosystème, des gens qui étaient au sein de Ledger, des gens qui étaient au sein de différentes sociétés et qui, du coup, aussi nous ont aidés à récupérer ces premiers partenaires. Donc, tu vois, dans nos premiers partenaires, c'était Ethereum France, Ledger, Comet. Enfin, c'est des projets vraiment bien implantés dans l'écosystème français. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu se développer derrière. Mais effectivement, le gros enjeu, c'est choper ton premier partenaire. Parce que derrière, tu vas pouvoir aller voir les autres. Tu te dis, ouais, un tel est présent. Faut que vous vous placiez maintenant, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que ces événements s'organisent généralement entre 8 et 12 mois avant l'événement. C'est-à-dire que dès que tu as fini l'édition, tu es déjà en train de commencer à préparer l'édition suivante. Ouais. Nous, on a reçu ici régulièrement des organisateurs d'événements. Là, très récemment, Maxime Chéry, par exemple, de CryptoXR. Et c'est un événement qui est à taille. Enfin, c'est quand même plusieurs milliers de visiteurs, mais c'est pas non plus PBW ou ce genre de choses. Mais voilà, même des événements, on va dire un peu plus petits, tu dois quand même t'y prendre bien à l'avance, justement
Là, par exemple, le 11 octobre, il y a Crypto Tour qui est organisé par Cryptosphère et notre ami Raphaël. Et pareil, je veux dire, c'est dur parce que c'est vraiment, tu dois contacter tous tes sponsors de l'année précédente. Et je te raconte pas quand c'est la première édition, tu n'as pas de track record, personne ne te fait confiance. En plus, tu dépends d'un marché qui est très volatile. En gros, les projets que tu vas solliciter, ils ne savent pas du tout dans 8 mois ou dans 12 mois, est-ce qu'ils auront de la trésor, est-ce qu'ils auront des trucs à dire. Enfin, tu sais, dans la crypto, ton projet, il peut être au top ou vraiment tout en bas avec les saisonnalités des marchés et tout. Ça, c'est un truc que tu n'as pas forcément dans d'autres marchés. Tu vois, demain, tu es dans le marché, je sais pas moi, du travel ou de l'assurance. Bon, tu as des gros acteurs, tu sais que ça va bien se passer, quoi. Mais dans la crypto, tu ne sais même pas si ton projet sera encore vivant dans 6 mois. Ça aussi, ça ne doit pas être facile à gérer, ce côté un peu imprévisible. Ouais, bah c'est effectivement ça, tu vois, tu as beaucoup moins de récurrence dans tes partenaires. Tu as quand même des gros acteurs, qui sont les acteurs qu'on connaît, tu vois, qui sont des Ouais. acteurs qui sont là depuis longtemps, qui ont vécu plusieurs cycles, qui gèrent bien leur trésorerie et leurs investissements marketing. Puis après, tu as des acteurs qui arrivent, qui te lâchent ouais, des grosses sommes d'argent parce qu'ils veulent une visibilité un peu temporaire pour booster leur projet. Et c'est aussi une bonne balance à trouver où tu n'as pas envie d'avoir que des projets qui sont là juste pour chill très temporairement et ne rien construire de sérieux, parce que ça aussi dépend de la crédibilité de ton événement. Tu as aussi envie d'avoir une certaine curation sur. En tout cas, nous, c'était notre vision avec NFT Paris, c'est qu'on ne voulait pas une foire à n'importe quoi, on ne voulait pas une business fair comme il en existait beaucoup. Nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de très curaté, très esthétique aussi dans l'expérience, dans ce qui est présenté, dans comment tu vis l'événement. C'est aussi pour ça que tu vois, on est allé sur le Grand Palais sur la deuxième édition. C'est pour ça aussi qu'on avait gardé cette ADN qui était celle qu'on avait dès le début, qui était de mettre aussi, tu vois, l'art au centre de. Alors, on va y revenir, mais alors, je t'interromps à l'instant parce que tu pointes du doigt un élément intéressant. Comment tu arrives à faire la part des choses entre on a besoin d'oseille, il faut le financer, c'est cher, et en même temps, j'ai envie quand même d'avoir des acteurs un peu légitimes. J'ai pas envie non plus de chill n'importe quel projet NFT. Et puis, Dieu sait qu'il y en avait, des projets soit qui avaient levé, soit qui voulaient lever et qui étaient prêts à lâcher des gros billets assez facilement pour avoir cette visibilité et cette autorité que d'assister à NFT Paris. Comment tu fais la part des choses? Est-ce que tu dois faire une due deal un peu quand même? Tu te retrouves aussi un peu dans la situation où, comme un influenceur, il doit choisir entre il faut bien que je bouffe, en même temps, je ne peux pas présenter n'importe quel projet à ma commu. Donc voilà, comment toi, tu as dû gérer des situations, tu peux les anonymiser bien sûr, mais où tu as dû refuser un potentiel sponsor parce que même s'il avait les sous, tu t'es dit que ça pouvait être dangereux pour la marque NFT Paris, par exemple, ouais. Ouais, effectivement, tu vois, on l'a fait sur quelques sponsors où l'ADN ou la façon dont ils étaient présents dans des événements ne correspondait pas du tout à ce qu'on recherchait et c'était pas du tout aligné avec la vision qu'on voulait. Et d'autant plus qu'on était aussi contraint par le Grand Palais d'avoir un certain standing dans ce qu'on présentait. Donc, on pouvait pas non plus présenter n'importe quoi, mais c'était aussi la vision qu'on avait. Donc, je dirais pas que c'est une due deal, tu vois, c'est plutôt nous faisant partie de l'écosystème, on savait les marques un peu repères qu'on voulait, on savait les acteurs un peu sérieux. Quand tu connais pas un acteur, effectivement, tu vois, tu regardes, tu vas sur son Twitter, tu regardes les différentes activations qu'ils ont pu faire, leurs produits, ce qu'ils présentent, leur roadmap, et tu te fais vite une idée. Comment toi, aujourd'hui, tu peux gérer ça? C'est déjà, effectivement, tu vois, dans les premiers partenaires que tu signes, si tu signes que des projets, des gen NFT où la moitié sont des rug pools. Si tu vas avoir un partenaire un peu sérieux et que toute ta liste de partenaires, c'est que des gens comme ça, les gens sérieux vont pas vouloir. Enfin, les gens sérieux, j'entends les projets peut-être plus infra ou les projets plus connus dans l'écosystème vont pas vouloir forcément se présenter sur ce type d'événement. Et derrière, après, tu vois, c'est aussi dans la hiérarchie de visibilité. Tu as envie dans tes title sponsors ou dans tes plus gros partenaires, que ce soit des projets legit qui sont là depuis longtemps et qui sont reconnus, plutôt que d'avoir des projets inconnus en tête de front qui sont associés directement avec ta marque. Parce que tu vois, c'est hyper intéressant d'avoir
plein de projets naissants, plein de projets qui sont aussi en recherche, mais tout dépend du niveau de visibilité que tu veux donner, quoi. Ouais, je vois. Alors après l'édition, au Grand Palais, il y a eu quand même pas mal de critiques. Moi, je me rappelle, j'y ai été, des critiques sur l'organisation, sur la file d'attente, sur la partie, restauration. Aussi certains, dans l'écosystème, s'attendaient à quelque chose d'un peu plus, tu sais, dégène, un peu plus NFT, un peu plus, communautaire et finalement on s'est retrouvé avec une grosse partie de l'événement qui était plus de la galerie d'art, qu'autre chose. Donc vous avez pris beaucoup de critiques, notamment sur les réseaux. Comment toi ou ton équipe, est-ce que ça a été difficile à gérer? Je me rappelle que vous aviez été assez transparent. Même le compte Twitter avait reconnu qu'il y a eu quelques ajustements et qu'on essaiera l'année prochaine de faire mieux. Donc il y a eu une volonté de parler à la communauté que vous aviez constituée. Mais pour autant, après un événement, après des mois à préparer le truc, fatigué sans doute, satisfait d'une certaine manière quand même, parce que ça avait, voilà, il y avait beaucoup de visiteurs et tout ça. Quand à la fin vous vous retrouvez avec du FUD, un petit peu quand même, il faut le dire, hein, comment on le vit quand on est dans l'équipe et que la pression redescend et là on voit sur les réseaux que bah, ça tabasse un petit peu, quoi. Ouais, bah, forcément, tu vois, c'est pas facile. Après, quoi que tu fasses, tu auras des gens qui seront là pour critiquer. Quoi que tu fasses, les gens seront là pour critiquer et c'est souvent des gens qui essayent pas de faire des choses eux-mêmes qui sont les premiers à critiquer. Euh, Nous, on était contents de l'événement parce que tu vois, les retours des partenaires qu'on a eus étaient très bons. Et beaucoup de gens, enfin la grande majorité des gens qui nous ont fait des retours en direct, c'était des retours positifs, tu vois, sur enfin, des gens qui étaient présents à l'événement, des gens qui nous accompagnaient sur l'événement. Effectivement, tu vois, il y a eu plein de couacs opérationnels. Encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont joué. Le premier, c'est que tu vois, on vient pas du milieu événementiel. On est passé de j'organise des meet-up dans des bars avec 50 personnes à Station F 1000 personnes, à Grand Palais avec 20 000 personnes. C'est des sauts de logistique à gérer qui sont pas moindres. Euh, on était bien accompagné, tu vois, sur la partie événementielle, sur la partie production de l'événement en tant que tel. Là où il y a eu des couacs, notamment, tu vois, sur la partie queue, sur la partie attendance à l'entrée, c'est que en fait, c'est quelque chose qui avait jamais été vu par le Grand Palais. Tu vois, on avait mis des flags sur le fait que, effectivement, tu vois, les gens étaient bouillants sur Twitter, tout le monde allait venir. Euh, et en fait, c'est un modèle d'événementiel que le Grand Palais avait jamais vu de leur histoire. Une telle affluence à l'entrée et des gens qui viennent et qui restent les 2 jours, c'est des choses qui n'existaient pas. Et donc, c'est aussi pour ça, tu vois, malgré toute la bonne volonté et tous les flags qu'on a mis avec nos équipes de sécurité sur les projections, tu vois, de personnes qui allaient rentrer, qui allaient sortir, et du coup, les projections en termes de sécurité qui étaient nécessaires à l'entrée, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde, quoi. Donc, Ouais. Non, non, mais effectivement, alors on remarquera d'ailleurs dès le numéro suivant que ça se passera mieux. Là, alors plus récemment, NFT Paris a changé de lieu cette année puisqu'il était à la Villette, si je me souviens bien. En plus, le format a évolué. C'est plus seulement NFT. On a rajouté un peu de RWA, etc. Alors toi, tu as quitté hein, depuis l'aventure évidemment, mais le modèle il survit, il évolue. Qu'est-ce que tu penses de cette NFT Paris V3 après les cafés, les événements plus gros liés au NFT? Et là, des événements qui sont plus diversifiés avec un nouveau lieu. Qu'est-ce que tu en penses ouais, moi, bah, du coup, comment il évolue ouais, du coup, j'y suis allé, bien sûr. Et c'est toujours tu vois, un peu émotionnel de retourner sur NFT Paris, de voir comment Alexandre continue de développer l'événement. Je trouve que c'était assez fou ce qu'ils ont sorti cette année aussi. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de diversifier, parce que tu vois, une fois que tu as grossi ton événement à 20 000 personnes, bon, tu peux passer à des Vivatech où tu as plusieurs de centaines de milliers de personnes qui viennent. Ou tu peux partir à l'étranger, ou tu peux le diversifier, tu vois, en termes de contenu que tu abordes. Et je trouvais ça assez malin de le diversifier le contenu parce que tu vois aujourd'hui beaucoup de. Parce que aussi la volonté de la technologie, c'est de ne pas rester un écosystème clos
où finalement tu fais que parler de crypto dans un cercle fermé ou que parler de NFT. Mais on est aussi là pour promouvoir la technologie en tant qu'infrastructure qui va disrupter différents modèles, qui va s'appliquer avec des couches d'IA, qui va s'appliquer avec des couches d'autres technologies sur différents secteurs. Donc franchement, je trouvais ça hyper intéressant, tu vois, d'aborder les sujets de tokenisation parce que c'est effectivement, tu vois, un des gros sujets du moment. C'était hyper intéressant d'avoir cette couche sur l'IA parce que effectivement, tu vois, c'est aussi la technologie du moment qui est en train de disrupter beaucoup d'industries. Euh, donc non, franchement, très content de leur travail et de ce qu'ils ont fait. Et, franchement, très fier d'eux. Ok, alors bon, justement, on va arriver maintenant à ton expérience chez Coinbase. Alors, c'est quand même un gros morceau, hein, Coinbase. Hein. Tu peux nous raconter un peu le process de recrutement? Déjà, pourquoi Coinbase cherche un country manager en France? Est-ce qu'elle l'a fait dans tous les pays ou est-ce que la France, c'est un endroit qui était peut-être plus stratégique qu'un autre? Déjà, au départ, sur cette ouverture de poste, puisque c'est une ouverture de poste, hein, il n'y avait personne, je crois, à ce poste-là avant toi. Ouais, non, effectivement, il y avait personne avant moi. C'était une ouverture de poste. En fait, grosso modo, Coinbase, c'est effectivement, tu vois, une société américaine à la base qui a très vite compris que le marché américain était un grand marché, mais que si elle voulait accomplir sa vision qui est de pousser une adoption crypto un peu globale, d'amener de plus en plus de monde on-chain et d'utiliser les cryptos pour pousser plus de liberté économique, il fallait aller à l'international. Donc naturellement, tu vois, le UK a été un premier marché de par la proximité linguistique et culturelle avec les US. Après, on a eu des développements en Allemagne, où pareil, tu vois, on a une équipe aussi présente. Et la France, en fait, ça a toujours été un marché prioritaire à l'international pour Coinbase, non seulement parce que c'est un marché où on avait déjà une base d'utilisateurs assez importante en interne, mais aussi de par le potentiel tu vois, de l'alignement réglementaire qu'il y avait, des innovations technologiques avec tous les acteurs qui sont présents en France. J'en ai nommé quelques-uns, mais tu vois, on peut aussi nommer Morpho, Kiln, euh, tous ces projets-là et Spyco, tous ces projets-là qui commencent à être des leaders sur leur secteur d'activité. Et aussi une maturité institutionnelle où tu vois des acteurs comme Société Générale qui ont été précurseurs sur tous les sujets d'actifs digitaux. Donc il y avait à la fois, tu vois, cette volonté en interne où on voyait où Coinbase voyait qu'en interne, tu vois, il y avait de plus en plus d'utilisateurs en France, que ça devenait un marché important pour nous, et aussi un alignement avec le marché français en tant que tel. Ok, alors c'est vrai que bon, on se rappelle hein, quand même des géants de la crypto qui s'intéressent dès 2020, 2019-2020 au marché français. On se rappelle de Binance qui vient annoncer en grande pompe 100 millions d'euros d'investissement. D'ailleurs, attends toujours. Hein. Non, mais il y en a d'autres. Hein, crypto.com, bah, les gros, les leaders, les mastodontes hein, du marché qui s'intéressent au marché français parce que c'est l'un des premiers à donner un cadre réglementaire aux crypto en Europe. D'ailleurs, c'est de ce cadre-là donc voté à l'occasion de la loi Pacte et ensuite bah, on va dire propagé avec PSAN, PSAN renforcé, agrément PSAN, tout ça, qui donnera lieu en fait aux premières discussions sur Mika et aujourd'hui qui s'en inspire quand même largement. Donc on peut comprendre le côté un peu stratégique, mais pour autant, on voit que là, je crois, le siège de Coinbase en Europe, il n'est pas à Paris, je crois, il est au Luxembourg. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paris, en 2020, c'était the place to be. Et puis là, pour des raisons, alors soit politiques, réglementaires, financières, fiscales, sécuritaires, on sait aussi les problèmes qui se posent pour les entrepreneurs crypto. Est-ce que ça, tu penses, alors je ne demande pas forcément ça au country manager de Coinbase, mais à Com qui connaît l'écosystème quand même depuis un petit bout de temps, pourquoi tu penses que c'est peut-être moins the place to be en Europe? Je donne d'autres exemples, pardon, pour étayer. Hein. On a des pays en Europe qui donnent plus facilement, ou en tout cas plus souvent, des agréments MiCA. On peut parler de Malte, qui en a donné beaucoup. Voilà, donc, qu'est-ce que tu penses de la place de la France en Europe? Est-ce qu'elle est aussi stratégique ou est-ce qu'elle a perdu un peu de sa brillance, on va dire? Voilà ma question. Ouais, bah, je pense qu'on part d'une position où effectivement on est très fort sur le marché
parce qu'on est les premiers dans le monde avec ce cadre réglementaire pour encadrer les acteurs crypto, qui fait qu'effectivement, quand tu mets de la clarté réglementaire, tu as plus d'investissements, tu as des sociétés qui s'intéressent à ton marché parce que effectivement, ça rassure les investisseurs, ça rassure les sociétés d'évoluer dans des cadres qui sont normés. Donc on part de ce cadre hyper attractif qui derrière, tu vois, effectivement, comme tu le dis, découle sur MiCA et découle sur toutes ces nouvelles régulations. Aujourd'hui, je pense que la France est toujours attractive en termes de volonté réglementaire, en termes de talent, en termes de société présente. On a aussi, tu vois, une volonté du gouvernement. Madame la ministre en charge du digital est aussi très, très impliquée sur ces sujets-là et très à l'écoute sur les développements de l'écosystème. On a parles de celle qui a fait Oser l'IA, là, c'est Chapaz, c'est ça? ouais, C'est elle dont tu parles? Ouais. Ok. c'est ça. On a, tu vois, les initiatives France 2030 qui placent la blockchain comme secteur stratégique. Je pense que là où effectivement on pourrait faire plus, c'est sur de la collaboration publique-privée plus poussée, c'est sur de l'engagement peut-être effectivement public plus poussé, ce qui est quelque chose qui est, tu vois, très véridique et très vrai au Luxembourg, où finalement, tu vois, le gouvernement est assez bullish sur la technologie, sur tu vois, de la tokenisation de fonds monétaires, sur de la tokenisation de dette publique, sur tous ces sujets-là, où en tant que société innovante, c'était un régulateur qui était assez intéressant pour nous, ouais, effectivement. Et qui aussi, tu vois, dans un cadre, comme tu le dis, il y a des régulateurs qui accordent plus facilement des licences. C'est pas du tout le cas du régulateur au Luxembourg. Euh, il faut aussi, tu vois, enfin, c'est un régulateur qui est reconnu, en tout cas par l'ESMA, pour sa due diligence et pour son sérieux. Tu as aussi envie d'être placé dans un pays qui est un pays qui est pris au sérieux, enfin, qui est un pays qui effectivement, tu vois, est assez stable et assez reconnu sur la scène européenne d'un point de vue de licence. Ouais. Et pour aller plus loin justement sur la France, toi tu es français, donc tu vois les choses évoluer au niveau politique, réglementaire, fiscal, sécuritaire, etc. Est-ce que toi tu as déjà envisagé de quitter la France, puisque bah, tu es une personnalité, tu es exposé, tu as peut-être des cryptos, donc tu es soumis comme n'importe qui ici aux avantages de la France et aussi à ses inconvénients. Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée ou... C'est une question effectivement, tu vois, c'est une question que je me suis déjà posée, mais, euh, mais je suis assez bullish sur l'écosystème français, je suis assez bullish sur la France, enfin, en tant que pays, tu vois, en tant que pays, en tant que société, mais aussi sur la scène crypto, je trouve qu'elle est hyper dynamique en France. Tu as plein de projets innovants, plein d'entrepreneurs, et c'est quand même assez cool d'avoir ce soutien-là aussi, tu vois, dans le marché, d'aller à, je sais pas, des événements de la DAN aussi qui est hyper actif sur ce secteur-là, hyper actif dans les discussions avec les réglementations et hyper actif avec les différents gouvernements. Donc non, franchement, pour le moment, il n'y a pas de plan de bouger. Ouais. Ok. Alors revenons à ton recrutement chez Coinbase. Alors on imagine hein, que ça ne doit pas être facile. Le process de recrutement, je crois que tu as dû passer 7-8 entretiens d'embauche, aussi des entretiens avec le CEO, tout ça. C'est quoi qui teste vraiment lors de ce parcours? Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats et pourquoi, à ton avis, ils t'ont choisi toi? Ouais, effectivement, les procès de recrutement sont assez poussés parce que tu vois, il y a aussi cette culture en interne. Enfin, il y a cette culture en interne qui s'appelle le top talent où vraiment tu dois pousser jusqu'au bout le candidat pour voir que c'est un bon fit, pour voir que c'est la meilleure personne pour le job sur lequel il est embauché. Euh, et du coup, effectivement, tu vois, c'était des process assez poussés. Ce qui teste surtout, c'est ta faculté à être autonome dans ton travail, ta faculté à pouvoir effectivement pousser le produit en termes de growth, en termes d'acquisition, en termes d'engagement client. Donc, il y a plein de trucs. Tu vois. Moi, ils m'ont pas mal challengé sur à la fois
mon expérience, travailler avec des parties plus produits, travailler sur des parties plus go-to-market, sur la partie acquisition, sur ma compréhension de l'écosystème français, sur ma compréhension des réglementations. Je pense que ce qu'ils ont vu dans mon profil, c'était à la fois quelqu'un, tu vois, qui avait une expérience entrepreneur, une expérience entrepreneuriale, donc quelqu'un qui avait, enfin, qui sait taffer, qui sait prendre des initiatives, qui aussi est assez autonome dans son travail et peut créer l'idée et shipper des projets. Donc c'est vraiment, tu vois, cette expérience entrepreneuriale, cette connaissance du marché français et aussi, tu vois, toutes les connexions et le réseau que je pourrais avoir sur le marché français pour les aider à se développer ici. Ouais, parce que c'est vrai qu'avec, l'organisation d'NFT Paris notamment, hein, bah, tu connais tout le monde, quoi. Tu as tout le monde dans ton carnet d'adresses, donc ça aide, hein, forcément quand tu veux te développer. Alors justement, ça doit pas être facile quand même parce que Coinbase, ils étaient déjà, bien présents, sur le marché français. Pour autant, ils ont toujours, je sais pas si une image de, la plateforme chère, déjà, ils ont ce côté, ils ont cette réputation de plateforme avec des frais élevés, et en même temps aussi un peu la plateforme des débutants. Alors il y a deux challenges, mais ça c'est mon avis intuitif, sachant que je suis sur le marché depuis 2018 à peu près. Et peut-être je passe à côté, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Redorer l'image de Coinbase en mode bah, on n'est pas si cher. Et deuxièmement, c'est pas qu'une plateforme pour les débutants. Parce que le problème des plateformes, et d'ailleurs, c'est pas que Coinbase, hein, c'est la concurrence des échanges. En gros, au début, j'utilise Coinbase. Alors, on peut en citer d'autres. Hein. Ici, on n'est pas là pour faire la pub, hein, mais tu as des acteurs français comme Descoin, tu as aussi CoinHouse. Bon, bref, voilà. Sauf que ça, ce sont des brokers, donc c'est un peu cher. Et puis après, quand tu commences un peu à maîtriser, bah, tu vas sur Binance ou tu vas sur des DEX, et là, tu passes de 4% de frais à 0, quelque chose. Donc ça, tu nous parlais de curation, moi je te parle de rétention. Donc moi, c'est les deux challenges intuitivement que je me dis. Mais là, je parle du retail. Et donc, c'est passé à côté aussi peut-être de la partie plus institutionnelle, etc. Ma question, après t'avoir donné voilà, mon avis, mais qui n'engage que moi, c'est quoi tes plus gros challenges en tant que country manager? Ouais, bah, effectivement, comme tu le dis, je pense il y a une vision de Coinbase qui est très ciblée sur un de nos produits. Et l'enjeu, c'est que en fait, Coinbase, c'est une suite de produits qui est très, très, très vaste et qui va bien au-delà de l'application de trading simple que tout le monde connaît et qui, effectivement, tu vois, et aujourd'hui, je pense que la référence, si tu veux te lancer dans les cryptos, c'est la plateforme la plus intuitive, la plateforme euh, la plus facile pour commencer. Mais pour répondre à tes questions, tu Donc vois, le produit, pardon, juste pour être sûr de bien comprendre, le produit que tout le monde semble connaître, c'est l'achat, la custodie et la vente de crypto. Ça, c'est le truc que tout le monde connaît. Tu télécharges l'application, tu achètes du Bitcoin. En plus, vous faites de la pub sur YouTube à toute patate en ce moment. Apple achète du Bitcoin avec Apple Pay, donc tu as tous les moyens de paiement. Donc, en gros, c'est vraiment le mass market, quoi. C'est achète de la crypto en 6 étapes. Tu as vu, j'ai retenu. En même temps, on l'entend tout le temps, mais c'est bien, ça répète. À un moment donné, tu passes. C'est ça aussi, le marketing, c'est la répétition. Donc ça, c'est le produit, on va dire, connu, produit d'appel. Par contre, derrière, la question, c'est comment tu retiens des clients qui, derrière, peuvent se tourner sur des plateformes plus trading, voire vers le décentralisé. Et là, il faut peut-être faire connaître les autres produits. C'est peut-être ça. Donc, voilà, c'était juste pour préciser que tout le monde comprenne bien. ouais, effectivement. Et en fait, tu vois, directement, quand tu es sur ton application, tu as un mode avancé. Donc, tu as un toggle en haut. Soit tu restes sur le mode UX hyper simple, hyper simplifié. Et tu as un mode avancé, en gros, qui est effectivement, tu vois, la plateforme pour les traders, mais qui est au sein de la même application. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu euh, par nos utilisateurs. C'est que tu peux passer sur un mode avancé. Et là, c'est ta plateforme de trading que tu connais avec tes charts, avec tes graphiques, toutes les intégrations qu'ils veulent. Ça veut dire que sur Coinbase, on peut, comme sur Binance, faire du trading avec du carnet d'ordre et tout ça. Ouais, ouais, Non, effectivement. mais tu vois, si je te pose la question, c'est que je suis sûr que c'est pas évident pour tout le monde. Non, et c'est aussi, tu vois, un des enjeux que j'essaie de pousser, tu vois, c'est faire connaître aussi ce mode-là, qui est un mode différent, enfin, une infrastructure aussi différente, qui est aussi une structure de frais qui est différente. Tu vois, les frais sur cette plateforme Advanced
ils sont 80% moins chers que sur l'autre mode. Donc, tu vois, c'est aussi des enjeux de faire connaître ce produit-là. Si tu passes du mode simple au mode advanced, du coup, tu atterris sur une plateforme qui est vraiment une plateforme de trading. Et après, pour pousser encore plus loin, tu vois, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites pendant l'été par Coinbase sur une intégration de la possibilité de faire du DEX trading directement dans l'application, une intégration avec Morpho pour pouvoir te permettre de mettre tes bitcoins en collatéral. Enfin, il y a plein d'annonces qui ont été faites durant l'été qui sont progressivement rolled out sur les marchés internationaux. Donc, j'hésiterai pas à faire les annonces quand on arrivera sur le marché français. Mais du coup, tu vois, on pousse de plus en plus nos produits aussi pour intégrer tous les use cases et suivre ce que les gens demandent, tu vois, qui sont effectivement, on voit de plus en plus de personnes qui se tournent vers des DEX, donc c'est quelque chose qu'on intègre. Première étape, c'est effectivement, tu vois, permettre à tous les tokens par défaut qui sont listés sur Base d'être disponibles sur l'application Coinbase. On est en train de travailler sur les prochaines itérations qui intégreront d'autres chains pour aussi suivre, tu vois, les demandes des clients. Donc ça, c'est plus pour la partie retail. Et sur la partie retail aussi, on a du coup l'application Base, Base App, qui a été rebrandée et réannoncée effectivement aussi cet été, qui est quelque chose qui est beaucoup plus poussé en termes d'expérience on-chain et qui veut vraiment être une Everything App. Donc, tu as Coinbase, l'application qui veut être le Everything Exchange, où tu vas avoir justement tous les types de trades possibles qui vont être intégrés dans l'application, et Base qui est la Everything App, où tu intègres une partie social, où tu intègres une partie créateur, où tu intègres une partie messaging pour aller encore plus loin dans l'expérience. Et après, on a toute une suite de produits pour les institutionnels qui te permettent à la fois, tu vois, de faire du staking, du trading, de la custody, qui te permettent de faire du financement. Donc, on a ces différents produits qui, aujourd'hui, permettent directement pour Coinbase de targeter les utilisateurs finaux. Mais en même temps, du coup, face à ces front-end produits, on a aussi développé toutes les infrastructures derrière qui nous permettent de supporter en fait ces produits-là. Et c'est aujourd'hui ces infrastructures qu'on commercialise directement en plus de nos produits brandés Coinbase pour accompagner surtout, tu vois, des institutionnels ou des fintechs via notre produit Crypto as a Service. Et tu vois, c'est notamment via ces infrastructures-là qu'on accompagne les ETF aux États-Unis sur la partie custody, qu'on empower pas mal de fintech sur la partie trading parce qu'elles aussi veulent permettre à leurs clients de trader des crypto directement. Donc en fait, on a une suite de produits qui est hyper large et qui est souvent mal connue. Ouais, mais justement, c'est là où on a un énorme challenge. C'est qu'avec une proposition de valeur aussi vaste, tu peux pas communiquer massivement sur tout. À un moment donné, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, de ce que je comprends, c'est que plutôt votre stratégie, c'est de continuer à cibler le retail. C'est vraiment l'utilisateur lambda. Et après, dès qu'il est chez vous, dès qu'il est dans la maison, commencer à lui faire découvrir les différentes pièces. Et après, j'imagine qu'il y a du marketing qui passe pas sur YouTube, sur la partie institutionnelle et tout. Là, c'est plus, j'imagine, des appels d'offres ou du réseau. Et c'est pas du marketing mass market, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, on connaît les acteurs classiques, crypto.com, Binance, etc. Ils sont quand même si eux aussi, ils ont plusieurs produits, malgré tout, tu vois, on a l'impression que c'est plus simple. Alors, Binance, OK, trading. Crypto.com, c'est l'app et la carte. Coinbase, de ce que tu me dis là, c'est vrai que c'est quand même plus vaste. C'est un gros challenge pour toi, j'imagine, d'être. Parce que tu es tout seul. Alors, tu as peut-être une équipe, mais tu as compris. Tu es un peu le country manager pour tout. Ou est-ce que toi, tu es plus sur la partie B2B, puis tu as un associé qui s'occupe du B2C, ou tu dois t'occuper de tout, toi? Ça a quand même énormément de travail, non? Ouais, bah en fait, tu vois, c'est aussi, tu vois, des go-to-market qui sont différents. Comme tu dis, sur la partie institutionnelle, sur tous les produits Prime ou toutes les infrastructures de staking trading, tu vas pas faire de la pub sur YouTube. Tu vas essayer d'avoir des rendez-vous bilatéraux avec des banques, avec des fintechs. Donc, tu n'as pas vraiment de marketing, tu vois, c'est plutôt du business development.
moi, effectivement, mon focus aujourd'hui, c'est plutôt la partie, enfin, mon focus, c'est plutôt la partie retail. Donc, c'est plutôt pousser l'application de trading et même, tu vois, le Base App. Donc, c'est vraiment plus focalisé là-dessus. Mais après, ouais, effectivement, en fait, il y a plusieurs choses. Suivant le produit et suivant l'audience que tu targetes, ça va pas être les mêmes stratégies. Si tu targetes du beginner, ça va être faire de la pub sur YouTube, de la pub sur TikTok, de la pub sur Meta ou tout ce que tu peux imaginer. Si tu targetes quelqu'un de plus avancé, du coup, sur la partie advanced de Coinbase, quelqu'un qui veut tous les outils de trading et avoir une UX avec des charts et qui lui permet de faire du order book et tout. Là, il va y avoir un peu de communication, mais ça va être aussi pas mal de relations one-one avec des gros traders, avec des programmes de referral dédiés pour justement ces gros traders, parce que c'est souvent des communautés qui interagissent un peu hors réseau aussi. Donc, tu vois, c'est aussi adapter ta stratégie d'acquisition et ta stratégie de go-to-market suivant l'audience et suivant le produit que tu veux pousser. Ouais, d'ailleurs, pour le coup, donc Coinbase, c'est quand même un cas assez particulier puisque vous avez fait une IPO. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de token, à la différence de Crypto.com, Binance. Je nomme ceux-là parce que c'est les gros. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le sujet. Mais eux, ils ont un token, tu vois, qui permet aussi pour eux d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, sur CoinMarketCap, à travers l'évolution de leur coin. Tu vois, le BNB, quand il tape un ATH, c'est la meilleure pub pour Binance. Tu vois, vous, c'est différent, même si l'action Coinbase, elle a aussi sa tendance. Donc, Ouais, voilà. Mais ouais, c'est quand même différent. Et puis même en termes de… Pardon, et comme ça je complète ma question, après je te laisserai répondre. Après, il y a aussi le côté, quand tu es coté en bourse, tu n'as pas les mêmes obligations que lorsque tu as un utility token qui est listé sur les échanges. Donc, ça vous fait quand même une grosse différence avec les autres gros acteurs du marché. En quoi est-ce que ça se caractérise au quotidien? Est-ce qu'il y a des différences? Tu ne peux pas savoir comment ça se passe chez les autres, mais tu as bien une idée. Est-ce qu'il y a une différence de gestion là-dessus? ouais, effectivement, tu vois, nous, notre vision, ça a toujours été de grossir via la régulation. Donc, tu vois, on a eu un commitment sur la régulation très, très, très tôt dans l'histoire de Coinbase et travailler main dans la main avec les régulateurs et avancer seulement, tu vois, enfin, avancer que dans des cadres réglementaires stricts et avancer via des licences et tout, et pas du tout avoir des approches pirates, en tout cas dans notre développement. Ce qui aujourd'hui fait que, tu vois, on a été la première société cotée en bourse, on est la seule société crypto cotée au S&P 500, tu vois, qui sont des réussites des validations de marché qui sont quand même assez fortes, à la fois pour rassurer un utilisateur particulier, mais aussi pour rassurer, tu vois, un institutionnel avec qui on travaille. Et je pense que c'est une stratégie qui a bien marché pour nous, d'avoir cette rassurance, tu vois, de marché, cette rassurance réglementaire. Effectivement, être coté en bourse, ça implique tu vois, des audits et des comptes qui sont publics de manière quarterly. Ça implique beaucoup de choses qui font que t'as pas, enfin, que du coup, tu es beaucoup plus surveillé, donc tu fais beaucoup plus attention à ce que tu fais. Ça implique effectivement, tu vois, on a une action cotée en bourse, que tu peux pas avoir un token parce que sinon, tu as une compétition entre ton token et ton equity, et qui fait tu vois, que toutes nos stratégies de growth, tu dois l'adapter sans avoir de token, là où d'autres plateformes, tu vois, peuvent faire beaucoup plus d'incentives sur la détention de leur token ou sur la création de leur token. Nous, du coup, on doit employer d'autres stratégies de croissance, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai que BNB, bah, si tu détiens du BNB, tu as des frais moins chers, tu participes à des lunch pools, enfin, tu as plein d'utilités associées. Crow, bah, leur token te permet d'avoir la carte. Il y a peut-être d'autres trucs aussi, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est vrai que vous n'avez pas ce levier-là. Vous, les incentives, elles doivent être en cash, quoi. Vous ne pouvez pas utiliser de l'argent magique, du token. Ça, il faut que les gens ils comprennent dans la gestion d'un projet. Quand tu n'as pas d'actif numérique direct, bah, c'est pas facile. Parce que même le layer 2 Base, il n'y a pas de coin sur Base, puisque le coin qui est utilisé, c'est Ethereum en vérité. Donc ça vous enlève un moyen qui est quand même assez facile et pratique hein, quand même. Donc il faut utiliser d'autres techniques. C'est important comme challenge à considérer.
Ouais, mais tu vois, et effectivement, tu vois, nous, le play qu'on a choisi de faire, c'était de miser beaucoup plus sur être la plateforme reconnue comme la plus fiable, la plus sécurisée, la plus régulée, tous ces aspects-là qui t'amènent de la confiance de l'utilisateur, plutôt que d'autres stratégies de croissance. Nous, on pense que sur le long terme, enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu et ce qu'on pense sur le long terme, c'est une stratégie gagnante. Parce que du coup, tu gagnes la confiance du marché, parce que tu gagnes la confiance des utilisateurs. Mais effectivement, tu vois, c'est des stratégies différentes. Mmh. Et alors, aujourd'hui, ce qui fait un peu la tendance avec des acteurs comme Desblocs notamment, c'est justement le côté crypto-banque. Parce qu'il y a un problème clair de barrière à l'entrée et à la sortie, c'est l'off-ramp et l'on-ramp, c'est les liens entre ta crypto et ta banque. Donc, tu as des acteurs comme, je parle de Desblocs parce que je les aime bien et parce qu'ils font un travail qui est assez fou. En plus, c'est français, donc j'aime bien. Bon, bref, je n'ai pas d'action, je n'ai même pas de compte ouvert chez Desblocs pour vous dire, mais je trouve le concept sympa. Et donc, vous, est-ce que c'est une piste? Je crois qu'il y a une carte Coinbase, mais je ne sais même pas si en France, ça existe en France? Ouais, ouais, il y a une carte, effectivement. Ok. Donc, il y a une carte crypto, mais est-ce que vous avez des velléités à vous positionner sur le marché bancaire, ça va proposer un compte en euros, un IBAN, bref, toute une suite de solutions bancaires. Et est-ce que justement le fait de s'être positionné au Luxembourg, est-ce que c'est aussi un peu un moyen de dire, parce que bon, c'est le pays des banques, hein, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cours là-dessus, de venir concurrencer justement les banques françaises en proposant, à la manière d'une néobanque, ce type de service? Nous, la volonté côté produit, c'est, tu vois, comme tu le dis, c'est d'augmenter l'expérience client le plus possible, donc que ce soit sur le on-ramp, sur le off-ramp. Donc, on travaille beaucoup et on continue sur les intégrations bancaires qu'on a, sur les intégrations tu vois, avec Apple Pay, Google Pay, enfin, toutes les intégrations qui te permettent de on-ramp et aussi sur les intégrations off-ramp pour que l'expérience utilisateur elle soit la plus fluide et elle soit la meilleure possible. Euh, Aujourd'hui, la vision produit, c'est effectivement ne pas aller vers, enfin, de ne pas devenir une banque. C'est de plutôt devenir ce qu'on appelle le Everything Exchange, donc qui te permet de trader non seulement des cryptos, mais trader de l'equity, qui te permet de trader du predictive market, qui te permet de faire du DEX, qui te permet de faire toute cette suite d'investissements, d'investissements possibles. Tout en renforçant aussi la narrative autour des stablecoins comme moyen de conservation de valeur, comme moyen de paiement, comme moyen de mouvement de fonds internationaux, parce qu'on pense, enfin, on est très bullish sur les stablecoins et sur le pouvoir de révolution que ça peut avoir sur les monnaies classiques. Et on le voit bien aujourd'hui avec le dollar et tout ce qui se passe aux États-Unis, où finalement, tu vois, la partie USDC et les stablecoins dollars sont en train de prendre une narrative qui est tout autre et qui sont en train d'être intégrés dans les systèmes bancaires aussi classiques. Donc, on n'a pas vocation à devenir une banque classique, si c'est la question, mais plus à offrir de plus en plus de produits, de plus en plus de features qui nous gardent sur cet ADN on-chain qu'on a. Oui, parce que rappelle-moi si je me trompe, parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que USDC, c'est Circle et Coinbase. Ouais, c'est ça, Mais effectivement. d'accord, hein, ok, non, parce que j'ai eu un énorme doute et je me suis dit, Jérôme, est-ce que tu vas dire une dinguerie? Mais donc, effectivement, vous êtes partie prenante sur ce stablecoin, qui d'ailleurs, à l'inverse de son concurrent, a décidé quand même de se lancer en Europe, malgré les contraintes réglementaires. Alors, pour vous, c'est formidable, parce que votre principal concurrent, qui est le leader du marché, je crois que Tether est devant Circle, donc USDC, en termes de market cap et d'utilisation de volume et tout ça. Mais là, au moins, l'Europe, vous l'avez pour vous tout seul. Non, parce qu'il ne faut pas compter sur Forge pour vous faire de l'ombre, à mon avis. Donc voilà, non, pour vous, c'est quand même une super nouvelle. Le marché est à vous. Non, effectivement, et tu vois, ça a été aussi un gros investissement de la part de Circle, et sur ça, on était très alignés. C'est pour ça qu'on travaille de manière proche avec eux. C'est que eux aussi avaient cette vision de l'adoption vient par la régulation et le seul moyen de croître et d'arriver à un marché mature, c'est d'avoir un marché réglementé. Donc c'est pour ça aussi que très tôt, Circle a eu ce pledge sur avoir les bonnes licences, travailler avec les régulateurs, que ça a été les premiers à travailler avec les régulateurs sur la licence MiCA aussi. Euh, donc effectivement, tu vois, c'est pas non plus magique. Ça a été beaucoup de travail pour Circle d'obtenir cette licence MiCA. Et quand tu regardes effectivement, tu vois les différents chiffres.
on voit que l'USDC ou même l'euro C sont en train de monter en adoption. Et c'est vraiment le témoin que les individuels, les particuliers et les institutionnels sont aussi en recherche de plus en plus de produits régulés comme l'USDC et l'euro C. Et toi, tu penses justement enfin, tu crois, toi, dans les stablecoins euros, sachant que 98% des transactions financières se font en dollars, que l'euro, il est juste utilisé en Europe et quasiment pas du tout à l'extérieur. Mais toi, au fond de toi, tu crois que ça fait sens, un stablecoin euro, et surtout dans une zone qui a décidé, pour l'instant en tout cas, de privilégier l'euro numérique à l'industrie du stablecoin. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais, moi, forcément, enfin, je crois énormément dans les stablecoins euros. Je pense que tu vois, effectivement, tu vois, la majorité du marché financier aujourd'hui, c'est des transactions USD, mais en proportion, les stablecoins USD représentent plus de 99%, ce qui n'est pas du tout le cas sur les transactions financières. Donc, je pense qu'il faudrait arriver à un stade où la part des stablecoins euros est représentative de la part de l'euro dans le système financier, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui avec une prédominance des stablecoins USD. Je crois énormément dans les stablecoins euros. Je pense que ça passe non seulement par des développements et développement produits et des go-to-market, mais aussi par une volonté réglementaire et une volonté des États de pousser ces projets-là. Effectivement, tu vois, aujourd'hui, tu as différentes narratives sur qu'est-ce que l'euro digital, et qui sont des narratives qui sont de plus en plus à contre-courant de ce qui se passe aux États-Unis, avec plutôt cette volonté de pousser les stablecoins euros. Même en Europe, hein, tu as de plus en plus d'acteurs, bancaires notamment, mais pas seulement, qui poussent et qui essayent de convaincre l'UE Ouais. que c'est pas la bonne voie à suivre. Non, non, complètement, complètement. Et tout le monde continue de pousser. Coinbase les premiers à pousser les régulateurs et pousser les régulateurs européens surtout sur ces sujets-là pour leur faire comprendre qu'effectivement, tu vois, la voie, enfin, pour arriver au niveau d'adoption et pour garder cette souveraineté de l'euro aussi sur la partie internationale et garder la place de l'euro comme monnaie essentielle sur la scène internationale. La seule voie, c'est passer par des stablecoins qui vont le permettre, quoi. Ouais. Petite question dans les commentaires, y aura-t-il des rendements sur les stables euros sur Coinbase accessibles aux Français? Les rendements par défaut sont pas autorisés sous MiCA. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de rendement sur la partie USDC, non, malheureusement. Ok. Dernière question, puisque ça y est, on arrive au bout et on pourrait passer encore une heure ensemble. Dernière question justement sur le lobbying, dans le bon sens du terme, hein, moi je vois pas de difficulté là-dessus. Comment toi, en tant que country manager France, c'est quoi ton périmètre pour justement essayer de pousser un peu les lignes en France, à travers soit des assos, soit à travers la force de frappe de Coinbase, pour essayer de pousser, que ce soit le politique, le législatif, l'économique, tout ça, pour aller dans le bon sens. Et comment faire en sorte de gérer, c'est une boîte américaine, donc il y avait forcément des intérêts américains, avec quand même la recherche de souveraineté en France. On sait avec le droit commercial que parfois l'un peut aller contre l'autre. Enfin, comment toi, tu arrives à gérer en tant que Français les enjeux de souveraineté française et européenne alors que tu bosses pour une boîte américaine? Est-ce que c'est un enjeu pour toi? Et si oui, comment tu arrives à travailler sur ce sujet-là? Du coup, on interagit effectivement beaucoup, tu vois, avec les régulateurs et avec les différents gouvernements sur ces sujets-là. On interagit de différentes manières. Déjà, c'est effectivement faire partie des associations importantes. En France, on fait partie de la DAN, qui fait un travail formidable. Et on est membre d'autres associations au niveau européen. Comment on interagit, c'est aussi pas mal rencontrer les différents représentants, rencontrer les différents gouvernements, rencontrer les différents régulateurs, amener nos sujets, faire remonter les problèmes, apporter des solutions. C'est beaucoup de policy, tu vois, on a des équipes policy qui font un travail formidable à répondre à toutes les demandes, que ce soit des demandes de l'ESMA, des demandes de la Commission européenne. Il y a pas mal de demandes ouvertes en permanence sur des recommandations d'industrie où finalement tu arrives, tu
tu arrives avec une liste de doléances, tu dis effectivement, tu vois, Mika, ça a été bien sur ces sujets-là, sur ces sujets-là, sur ces sujets-là. Nous, on pense aujourd'hui qu'il y aurait un intérêt économique de la zone européenne de retravailler ces sujets-là au sein de telle réglementation. Donc, c'est pas mal d'aller-retour avec les régulateurs, de notes d'information, de rencontrer, de sensibilisation, d'éducation. C'est effectivement, tu vois, le travail sur le long terme qui est le plus important. Mais comme je le dis, c'est un travail de long terme, quoi. Où c'est de la répétition et de l'éducation, de la sensibilisation. Ok, excellent. Merci beaucoup, d'être venu dans l'émission. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, maintenant, voilà, Yes. on sait plus sur toi, sur ton parcours, sur ta mission aussi chez Coinbase. Et puis, on va te souhaiter de réussir dans cette mission. Et puis, à bientôt. Trop bien. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bien, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, mais je vous préviens, on fera une petite pause de 5 minutes entre les deux, histoire d'aller se prendre le petit café, respirer un petit peu et tout. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à l'émission grâce au Tipeee que nous avons lancé. Donc, vous trouvez le lien juste ici, mais aussi, bien sûr, en description. Et vous pouvez, à partir de 1 euro, contribuer à la chaîne et nous soutenir. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et n'oubliez pas, évidemment, que vous pouvez le faire. En plus, bien sûr, de vous abonner, liker, mettre la cloche et toutes ces choses-là. Pour nous, ça nous aide